Une petite fille a reçu une robe d'un inconnu, ignorant qu'elle faisait l'objet d'une transaction horrible. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente en regardant ce film. Lucie était une fille intelligente et réservée. Elle n'avait ni beaux vêtements ni téléphone neuf comme ses camarades de classe. Sa mère, mademoiselle Stella, travaillait 2 fois par jour, une au supermarché et une autre dans un fast-food. À son retour chaque soir, il ne restait plus que des soupirs et des plaintes lasses. Alors que Lucie s'engageait dans la rue menant au petit supermarché près de chez elle, une voix masculine s'éleva soudain. « Lucie, c'est ça ? Attends une seconde. » Surprise, elle se retourna. Devant elle se tenait un homme grand et bien habillé, la quarantaine, les cheveux soigneusement peignés, vêtu d'un manteau marron clair. Il esquissa un petit sourire. « Je suis Richard, un ami de ta mère. Je te vois rentrer de l'école par ici tous les jours. » Lucie hésita. « Ma mère ne m'a jamais parlé de toi. » Richard sortit de sa poche une boîte en plastique transparent. À l'intérieur se trouvait une magnifique robe bleu ciel, comme celle d'une princesse. Il pencha la tête. « Tu fais à peu près cette taille, non ? C'est un cadeau pour ton courage. » « Du courage pourquoi ? » Lucie fit un petit pas en arrière, restant propre et polie même dans un endroit aussi rude. Richard se pencha, baissant la voix. « Tu es plus spécial que tu ne le penses. » Lucie serra plus fort la sangle de son sac à dos. L'odeur de l'eau de Cologne coûteuse lui donna un léger vertige. « Je ne peux pas l'accepter. Ma mère serait furieuse. » « Vas-y, prends-la. Ta mère le sait. Fais-moi confiance. » Richard lui déposa délicatement la boîte dans les mains. Clignant lentement des yeux, il ajouta « Considère ça comme une petite récompense. » Lucie resta figée quelques secondes, puis, comme hypnotisée, elle prit la boîte et s'éloigna rapidement. Ce soir-là, quand sa mère rentra à la maison, Lucie ouvrit le placard et en sortit nerveusement la robe. « Maman, je l'ai reçue d'un certain Richard. » Stella posa le sac à emporter sur la table, sans même regarder sa fille, et dit doucement « Oui, range-le. » « Quoi ? Tu le connais ? » « Ah, mon vieil ami. Garde ta robe propre. Ne l'abîme pas. » Lucie se figea. Sa mère ne lui avait pas demandé pourquoi elle avait acheté cette robe, n'avait pas semblé surprise, pas le moins du monde inquiète. Mais comment connaissait-il mon nom ? Mon école ? Maman ? Stella tourna les yeux, lasse et teintée de froideur. Tu poses trop de questions. Concentre-toi sur l'école. La porte de la chambre de sa mère se referma sur Lucie. Elle baissa les yeux sur la robe, puis sur ses propres mains tremblantes. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Lucie ne cessait de penser à Richard. Une récompense pour le courage, c'est ce qu'il avait dit. Mais du courage pourquoi ? À midi, pendant que sa mère faisait la sieste après sa nuit de travail, Lucie entra dans le salon sur la pointe des pieds. Le téléphone de sa mère était en charge. Elle appuya sur le bouton, le déverrouilla et consulta le journal des appels. Richard, cet appel récent. Elle ouvrit les messages. Un SMS d'un numéro inconnu apparut en haut, l'adresse a été livrée. Veuillez respecter les termes du contrat. Le cœur de Lucie se serra. Cet après-midi-là, elle est rentrée tôt à la maison car son professeur de mathématiques était absent de manière inattendue. Lorsqu'elle a ouvert son sac à dos pour prendre ses livres, elle a trouvé une enveloppe dans la poche latérale. Ce n'était pas la sienne. À l'intérieur se trouvaient $200 et un mot manuscrit, « Merci de votre coopération. Tout se passe très bien. » Lucie pâlit. Elle recula, s'appuyant contre le mur, comme si sa petite chambre exiguë était soudain devenue une cage. Ce soir-là, sa mère rentra tard. Elle entra en silence, accrocha son manteau et ne salua pas Lucie comme d'habitude. Lucie la regarda, la gorge serrée. « Maman, qu'est-ce qu'il y a avec l'enveloppe dans mon sac à dos ?» Stella se figea. « Quelle enveloppe ? » Celui avec de l'argent et un mot de remerciement. Elle feignit la confusion. Peut-être que quelqu'un l'a mis là par erreur. « Ce n'est pas une erreur, » cria Lucie. « À quoi sert cet argent ? Que signifie « accord » ? Stella se détourna, silencieuse, sans un mot d'explication. Le lendemain, pendant le cours de littérature, Lucie était assise à côté de sa nouvelle camarade Marie, fraîchement transférée de Cleveland. La fille aux cheveux bouclés et aux lunettes était la seule à ne pas s'être moquée de Lucie. « Ça va ? Tu as l'air un peu fatiguée, »
murmura Marie. Lucie jeta un coup d'œil autour d'elle, puis expira et secoua la tête. Non, j'ai l'impression qu'on me vend. Marie cligna des yeux. Que as-tu dit? Rien. Lucie se détourna, mais elle était reconnaissante que Marie ait posé la question au mari, la seule personne de la classe à prononcer son nom avec douceur, sans moquerie. Cette nuit-là, pendant que Stella dormait, Lucie subtilisa à nouveau le téléphone de sa mère. Elle tomba sur une longue série de courriels avec une certaine Hope, une association caritative dirigée par Richard. Le courriel le plus récent disait « La représentation au Liberty Théâtre est maintenue comme prévu. Assurez-vous que Lucie porte la robe bleue. Ce sera sa première apparition. Je la présenterai comme une pauvre fille, mais douée. Tout est arrangé. » Lucie sentait la glace couler dans ses veines. Un autre courriel contenait une photo. C'était elle, vêtue de la robe bleue, debout devant le miroir de sa chambre. L'angle était celui de la fenêtre, quelqu'un l'avait prise en cachette. Non, c'est impossible. Lucie laissa tomber le téléphone et s'effondra. Sa mère avait accepté qu'on la mette en scène, comme un produit, comme un objet à exposer. Elle sanglota, ses larmes coulant à flots, trempant le vieux drap. Ses sanglots couvraient le bruit de la télévision dans la pièce voisine. Quelque part dans l'appartement sombre, le vent sifflait à travers les fentes de la porte, aussi froid que le sentiment qui inondait le cœur de Lucie. Ce jour-là, le cours d'histoire passa comme un épais brouillard. Lucie fixait la carte au mur, mais son esprit était vide. Elle ne se souciait plus des guerres passées ni des dates. En elle, une guerre silencieuse régnait chaotique, profonde, et la déchirait à chaque respiration. Quand la cloche de l'école sonna, Marie descendit les escaliers avec Lucie. Aucune d'elles ne parla. Ce n'est qu'au coin du couloir que Marie murmura « Lucie, je sais que quelque chose ne va pas. Tu n'es pas obligée de faire comme si tout allait bien. » Lucie s'arrêta, se mordant la lèvre. « Ma mère me cache quelque chose. J'ai entendu son appel. Il y a un certain Richard. Il parle de contrat et de spectacle. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire par « jouer » ? Quoi ? Lucie secoua la tête, essayant de ne pas pleurer. « Je ne sais pas, mais il prépare quelque chose, et je suis au cœur de tout ça. » Ce soir-là, après avoir mangé le dîner froid que sa mère avait réchauffé au micro-ondes, Lucie rangea et alla dans sa chambre. Elle verrouilla la porte. Sa chambre ne lui semblait plus sûre, surtout après avoir pensé à cette photo cachée. Elle ouvrit discrètement un tiroir et en sortit son vieux téléphone, celui qu'elle utilisait pour chercher du vocabulaire. Il n'avait pas Internet, mais la veille, elle avait secrètement pris des photos des emails sur le téléphone de sa mère et les avait sauvegardées sur la carte mémoire. Lucie ouvrit chaque image, lisant chaque ligne. Ne le lui dis pas trop tôt. Lucie a besoin de temps pour s'adapter mentalement. J'ai transféré le premier versement sur le compte comme promis. La robe est le signal de départ. Signal de départ. Elle tremblait, serrant son téléphone. Sa mère le savait. Elle n'avait pas seulement accepté, elle avait collaboré. Lucie alluma rapidement la lampe de bureau, attrapa son carnet et commença à tout noter, au cas où les preuves disparaîtraient un jour. Le lendemain, en classe, elle n'en pouvait plus. Elle devait en parler à quelqu'un. Marie se pencha et murmura « As-tu pensé à le dire à un professeur ?» Lucie hésita. Qui me croirait? Marie se mordit la lèvre, puis dit fermement « Mademoiselle Martha. Elle m'a défendu quand on s'est moqué de moi à cause de mon accent de Cleveland, elle croit en ses élèves. » Lucie la regarda avec une lueur d'espoir dans les yeux. Après l'école, Lucie rassembla tout son courage et se rendit au bureau du professeur. Elle frappa légèrement. Madame Martha, la trentaine, les cheveux noirs attachés, corrigeait des copies. Elle leva les yeux et sourit. « Lucie, as-tu besoin de quelque chose ? » J'ai quelque chose d'important, de privé. Voyant l'air sérieux de son élève, Madame Martha se leva aussitôt. « Allons dehors et discutons. » Ils s'assirent sur un banc à côté de l'école. Le vent soufflait, emportant avec lui le bruissement des feuilles sèches. Lucie s'assit, les mains serrées. « Crois-tu que les adultes peuvent aussi faire du mal à leurs propres enfants ?» Martha fronça les sourcils. « Tu parles de ta mère ?» Lucie hocha la tête, puis, tremblante, lui raconta tout, la robe, l'enveloppe d'argent, les courriels, la photo secrète. Lorsqu'elle tendit son téléphone à Martha pour lui montrer les photos et les courriels,
l'enseignante se tut, les yeux écarquillés. Oh mon Dieu, murmura Martha, cette organisation, j'en ai entendu parler. Hope, ils ont déjà organisé une collecte de fonds ici même, dans cet auditorium. Lucie attrapa sa manche. Tu me crois? Je le sais, bien sûr que je le sais. Tu as bien fait de parler. Cet après-midi-là, quand Lucie rentra à la maison, elle traversa le salon. Sa mère regardait la télévision, mais elle l'éteignit rapidement en la voyant. Tu es à la maison, demanda Stella d'un ton décontracté. Lucie se tenait en face d'elle, décidant de parler clairement. Maman, je sais tout. Stella se figea. Que veux-tu dire? Richard, la robe, l'argent, les emails, la photo, je sais tout. Le visage de Stella pâlit. Tu as fouiné. Tu ne vas rien m'expliquer? Lucie s'étrangla, non. Stella se leva d'un bond et frappa la table du poing. Tu ne comprends pas. J'avais besoin d'argent. Tu n'es qu'une enfant, tu ne sais pas à quel point la vie est cruelle. Tu m'as échangé contre de l'argent? Non, hurla Stella, puis elle s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains, la voix brisée. Je ne t'ai pas convaincu. Richard a dit qu'il te donnerait une chance, qu'il te ferait monter sur scène et qu'il te trouverait une bourse. Je pensais que ce n'était qu'une performance. Lucie secoua la tête, les larmes aux yeux. M'as-tu déjà demandé ce que je voulais? Stella ne répondit pas. Seuls des sanglots emplissaient le salon miteux. Lucie se détourna et courut dans sa chambre, claquant la porte. Pour la première fois de sa vie, elle ne croyait plus en sa mère. Ce soir-là, Madame Martha, assise dans son petit appartement, alluma son ordinateur portable et tapa le nom du directeur de la fondation Richard Reynolds Hope. Des dizaines d'articles apparurent, la plupart élogieux sur ses grandes actions caritatives, son aide aux enfants défavorisés et ses campagnes pour un avenir meilleur pour les jeunes. Mais un article obscur, enfoui dans la marge d'un vieux journal, était soupçonné d'avoir utilisé des façades caritatives pour accéder à des mineurs, sans preuves suffisantes pour engager des poursuites. Martha serra les dents. Preuves insuffisantes, car qui ose parler? Qui ose témoigner? Elle se souvint du regard de Lucie lorsqu'elle raconta son histoire, tremblante, effrayée, mais pourtant assez courageuse pour aller la trouver. Martha prit une grande inspiration et prit une décision. J'irai à l'événement à venir. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. Le lendemain matin, Lucie n'avait guère envie de sortir du lit. Elle se recroquevilla, l'esprit en ébullition, le cœur en désordre. On frappa à la porte, c'était sa mère. Lucie, viens prendre le petit déjeuner. J'ai préparé une soupe chaude. Lucie ne répondit pas, j'avais tort, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Je suis tellement fatiguée. Elle ferma les yeux, se demandant si pardonner était plus facile ou plus difficile que de se taire. Cet après-midi-là, Madame Martha emballa soigneusement un petit enregistreur et une carte mémoire amovible. Elle les glissa dans son sac à main, accompagnée d'une invitation à la prochaine réunion organisée par Richard, que lui avait secrètement transmise un collègue enseignant. Théâtre Liberty, vendredi, 19h. Elle jeta un coup d'œil à l'heure et murmura, « Richard, tu as choisi le mauvais enfant pour commencer. » Lucie avait entendu un appel téléphonique de sa mère avec Richard tard dans la nuit. « Tu ne lui as rien dit, n'est-ce pas? » J'ai dit que non. Ce n'est qu'une enfant. Bien, continue comme ça. Une fois sur scène, elle aura l'impression de briller. Oh mon Dieu, Richard, je ne veux pas qu'elle se blesse. Blessée? Tu dis ça après avoir pris l'argent? Lucie a dû se couvrir la bouche pour ne pas crier. Ce soir-là, Stella regardait la télévision, un verre de vin rouge bon marché à la main. Lucie entra, son téléphone à la main. Maman, j'ai une preuve. Un enregistrement. Stella se retourna, le visage blême. Lucie appuya sur « Play ». La voix de Richard résonna clairement. J'ai tout entendu, dit Lucie d'une voix calme et égale. Il me considère comme une marchandise, et toi, tu es resté silencieux. Stella tendit la main pour tenter de lui arracher le téléphone. Lucie recula. Ne me touche plus. Stella se figea, puis s'effondra sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Au bout d'un moment, elle dit simplement, je ne savais pas que ce serait comme ça. J'étais tellement désespérée. Lucie trembla, puis dit, dis-le. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne t'es-tu pas excusée au lieu de faire comme si tout allait bien?
Stella ne répondit pas, seul le son étouffé de ses pleurs emplissait la pièce. Lucie se détourna, sortit son téléphone et tapa un message. « Madame Martha, j'ai d'autres preuves. Quelque chose de dangereux se rapproche. » Le lendemain matin, dans la salle des profs, Martha lut le message de Lucie, le cœur battant. Elle rouvrit le fil de discussion pour son enquête sur Richard. Un autre article, partagé via un lien privé par un ami journaliste, paru, Richard Reynolds, fondateur de la Fondation Hope, avait été accusé anonymement par une mère et sa fille à Toledo en 2017. Aucune charge n'avait été retenue contre lui grâce au consentement parental et aucune infraction pénale n'avait été clairement établie. Martha marmonna, même scénario, même modèle. Elle alluma son petit appareil photo, vérifia la carte mémoire et la batterie. L'événement était dans moins de 2 jours. Vendredi, le Liberty Theatre, une petite salle en périphérie de la ville, se préparait à accueillir la jeune génération talentueuse de la communauté. À l'extérieur du hall, les tables de réception étaient recouvertes de nappes blanches et une grande banderole était tendue au-dessus, « Espoir pour une génération qui rêve ». Lucie descendit d'un taxi avec sa mère. Elle portait la robe bleue, mais son visage était glacial. Les mains de Stella tremblaient, son visage était pâle. Richard s'approcha de loin, un micro sans fil à la main. Il sourit d'un air radieux. « Lucie, tu es magnifique. Cette robe te va à ravir. » Lucie ne dit rien. Stella força un sourire. Elle a l'air un peu fatiguée, mais ça ira. Richard pencha la tête. La scène la fera briller. Ne vous inquiétez pas, tout sera enregistré. Nous allons montrer au monde un ange silencieux. Dans un coin caché, Martha portait un chapeau à large bord et un masque, se fondant dans la foule. Elle alluma son mini-appareil photo dans son sac, le régla en mode sans flash et le pointa sur Richard au moment même où il parlait à un homme. Cette fille est la première unité de démonstration, un nouveau modèle de contrat. Le consentement des parents signifie que personne ne peut intenter de poursuite. L'homme a demandé, parlant anglais avec un accent américain, « Et les autres ?» Richard sourit. « J'ai une liste. » « Ne t'inquiète pas, » dit Martha en serrant le poing. Elle pointa la caméra vers Lucie, seule en coulisses. La faible lumière projetait des ombres douces sur ses fines épaules. Sur scène, Richard est sorti en tenant le micro, rayonnant. « Mesdames et messieurs, ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle star, une jeune fille issue d'un quartier pauvre, mais pleine de rêves et d'une détermination incroyable. » Les applaudissements fusèrent. Lucie sortit, chaque pas pesant. Elle baissa les yeux vers le public. Les lumières aveuglantes brouillaient tout. Elle ne vit ni sa mère, ni Martha, ni Marie. Elle ne ressentait que cela. Elle était mise en valeur sous les lumières crues de la scène lorsque Richard se pencha pour ajuster le micro sur son col et murmura, « Souriez, les gens aiment les regards innocents. » Lucie étouffa ses larmes et murmura en retour, froid comme la glace, « Vous ne gagnerez pas. » Après la présentation, Lucie resta seule dans les coulisses. Elle avait la mémoire vide, chaque mot, chaque geste sur scène s'évanouissait comme un spectacle sans âme. Un vertige la submergea, la sueur ruissela sur sa peau, puis tout devint noir. Pris de panique, Richard fit signe à l'équipe, Stella se précipita. « Où est-elle » Un membre du personnel a répondu, « Elle s'est évanouie. On l'emmène à l'arrière. » Richard serra la mâchoire et se détourna, visiblement pas prêt pour ça. Dans l'auditorium plongé dans l'obscurité, Martha se glissa par la sortie latérale, son appareil photo à la main. De retour chez elle, elle connecta la carte mémoire à son ordinateur portable et visionna chaque extrait, l'expression suffisante de Richard, ses propos calculés. Elle rassembla les vidéos, les photos, les enregistrements, un résumé de l'affaire et les informations concernant Lucie dans un courriel adressé au journaliste d'investigation George Sanders qui avait déjà dénoncé des organisations caritatives fictives avec pour objet, abus de pouvoir caritatif, Richard Reynolds, et pour plaidoyer, toutes les preuves sont jointes. Un mineur est victime d'un préjudice. Ne laissez pas un autre enfant suivre. Martha se renversa dans son fauteuil, les larmes aux yeux. S'il vous plaît, sauvez cet enfant. Lucie se réveilla sous la lumière froide des néons dans les coulisses. Un assistant de production lui tamponna le front avec un linge humide. L'odeur entêtante du parfum lui retourna l'estomac. Elle ignorait depuis combien de temps elle était inconsciente. Tout ce dont elle se souvenait, c'était les lumières de la scène et le regard scrutateur de Richard avant son évanouissement. « Tu te sens bien ?» demanda l'assistante. Lucie hocha la tête,
même si son corps tremblait encore. Quelques instants plus tard, Richard entra, son calme habituel remplacé par l'irritation. « Tu m'as vraiment surpris, Lucie. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi faible. » Lucie soutint son regard, ses yeux vides de peur, emplis seulement de dégoût. Il se pencha, baissant la voix. « Ce n'est rien. La première fois est toujours difficile, on aura d'autres occasions. » « Non, » dit Lucie d'une voix ferme. « Il n'y aura pas de prochaine fois. C'est fini. » Richard se figea, plissa les yeux, puis laissa échapper un rire sec. Les jeunes de 14 ans ne prennent pas de décision. Mademoiselle Stella a signé les papiers, vous êtes partie prenante de l'accord. Lucie se redressa et se frotta le col. Je n'ai plus confiance en ma mère. Il ricana et se détourna. C'est une honte pour toi. Dans le hall, Stella se jeta sur Lucie et la serra violemment dans ses bras. Ma chérie, tu m'as fait une peur bleue. Lucie resta immobile un instant, puis repoussa doucement sa mère. Tu savais tout, n'est-ce pas? Tu es fatiguée. Tu ne sais pas ce que tu dis, balbutia Stella, la voix tremblante. Je suis plus éveillée que jamais, répondit Lucie, les yeux perçants et secs. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Demanda Lucie. Stella fondit en larmes. Je t'aime, mais j'avais besoin d'argent. On croule sous les dettes, factures d'électricité, factures d'eau, frais d'hôpital pour grand-mère. Je pensais que quelques représentations suffiraient et que les choses iraient mieux. Des performances, répéta Lucie avec amertume. Je ne suis ni une marionnette ni une poupée que les gens regardent. Stella s'effondra sur un banc à proximité. Tu as toujours eu le choix, dit froidement Lucie. Tu aurais pu me choisir, mais tu ne l'as pas fait. Un silence étouffant s'abattit. Dehors, une épaisse nuit noire enveloppait Cincinnati. Lucie se détourna, laissant sa mère figée sur place. Le lendemain matin, un ciel gris se pressait contre la fenêtre de la chambre de Lucie. Elle sécha les cours et serra ses genoux contre elle, regardant les gouttes de pluie filer sur la vitre. Son téléphone sonna, c'était Marie. J'ai entendu dire que tu t'étais évanouie sur scène. Est-ce que tu vas bien? La voix de Lucie était calme. Je suis toujours en vie. Ça a l'air horrible. Madame Martha a contacté un journaliste nommé Georges quelque chose. Ils vont rendre l'affaire publique. Lucie soupira. Je me sens vide, comme si je ne me connaissais plus. Lucie, tu es la personne la plus forte que je connaisse, dit Marie. Lucie resta silencieuse pour une fois, ces mots la blessèrent au lieu de la réconforter. À midi, Stella frappa doucement. Veux-tu sortir manger un morceau? Sur la table, des œufs brouillés et du riz frit, le repas maison préparé à la hâte par sa mère. Assieds-toi, ma puce. Lucie obéit mais resta silencieuse. Stella posa sa cuillère et soutint le regard de sa fille. La nuit dernière, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai réfléchi. J'ai eu tort, et je ne sais pas comment m'excuser. Les mots me semblent inexistants. Lucie déglutit difficilement, puis demanda, pourquoi ne m'as-tu pas cru capable de supporter la pauvreté, mais m'as-tu forcé à endurer la honte? Stella se figea, les mains sur la tête. Tu as raison. Je suis une mère épouvantable. La voix de Lucie était ferme. Tu sais ce que ça fait d'être vendue par sa propre mère? Ce n'était pas une vente, murmures-tu? Tu as pris de l'argent, tu les as laissés me photographier, tu m'as dit de porter cette robe, juste de me produire. Si ce n'est pas vendre, qu'est-ce que c'est? Stella éclata en sanglots. Lucie se leva et retourna dans sa chambre, la porte entr'ouverte, mais elle ne se retourna pas. Cet après-midi-là, Madame Martha arriva et sonna. Stella ouvrit, surprise. Bonjour, Mademoiselle Stella. Je suis la prof de Lucie, il faut qu'on parle. Stella s'écarta et Martha s'assit, téléphone à la main. J'ai des vidéos, des enregistrements audio, des photos, des preuves. J'ai tout envoyé à George Sanders. L'article fera la une demain. Stella pâlit. Se préparer à quoi? Une enquête. Tu es le tuteur légal de Lucie. Même si tu n'as pas abusé d'elle directement, tu as consenti, tu étais complice. Stella s'effondra. Je ne voulais pas ça ou je ne pensais pas que Richard était comme ça. Il m'a promis que ce serait juste pour la télévision, pour récolter des fonds pour sa bourse. La voix de Martha devint froide.
C'est comme ça que tu lui donnes une vie meilleure? En la transformant en modèle pour le processus de consentement parental? Stella tremblait, incapable de parler. Derrière la porte de l'appartement, Lucie écoutait. Elle serrait les poings tandis que les derniers éclats de son cœur se brisaient. Ce soir-là, Lucie reçut un message de Marie, « Je sais que demain est important. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seule. » Lucie parvint à esquisser un léger sourire malgré ses yeux rougis. Elle ouvrit son carnet et écrivit. « Si un jour ma fille doit choisir entre le silence et la vérité, j'espère qu'elle choisira la vérité, aussi douloureuse soit-elle. » Elle contemplait à travers la vitre dépolie les lampadaires se reflétant dans les gouttes de pluie. « Je ne suis plus la même Lucie, murmura-t-elle. Je suis Lucie, celle qui a osé sortir du silence. » Dans le salon, Stella était assise sur le canapé, la télévision éteinte. Sur la table, un petit mot manuscrit. « Maman, je ne m'enfuirai pas, mais j'ai besoin de temps, et toi aussi. Quand tu seras vraiment désolée, je t'écouterai, mais pas en parole. En acte. Lucie. » Elle posa la main sur la lettre, les yeux secs et creux. Cincinnati était calme cette nuit-là, mais ni la mère ni la fille ne trouvèrent la paix. Elles attendirent le matin, l'article qui arracherait le masque poli de Richard, et un fragile espoir encore vivace. Le cours de littérature du lundi matin a commencé par l'analyse d'une nouvelle. Lucie était assise en classe, telle une ombre. Elle n'arrivait pas à se concentrer. Chaque phrase sur le tableau blanc se brouillait devant ses yeux, comme si tous les sons provenaient d'un monde lointain et irréel. Marie se pencha et murmura, « L'article devrait sortir aujourd'hui. J'ai vérifié sans arrêt, mais je n'ai encore rien vu. » Lucie baissa la tête. Peut-être qu'ils ont retardé l'article. Marie lui serra la main. « Non. J'ai confiance en mademoiselle Martha, et j'ai confiance en toi. » Cet après-midi-là, Lucie rentra chez elle, l'attention palpable. Elle ouvrit la porte et vit sa mère assise sur le canapé, regardant les informations. À l'écran, une émission caritative familière, Richard debout à côté d'enfants souriants. Stella éteignit la télévision en voyant Lucie, l'air entre elles se fit lourd comme de la boue. « Maman, l'article est en ligne, » dit Lucie sans mâcher ses mots. Stella hocha légèrement la tête. « Je sais. Ils vont ouvrir une enquête. Tu pourrais être convoquée. Je suis prête. » Lucie regarda sa mère et ne vit que fatigue et remords là où la colère régnait auparavant. Sa voix tremblait. « Je ne fais pas ça pour me venger. Je ne peux tout simplement pas laisser ça arriver à un autre enfant. » Stella soutint son regard un long moment, puis se détourna, non pas pour éviter Lucie cette fois, mais comme si elle se regardait elle-même. Ce soir-là, Madame Martha était assise devant son ordinateur, parcourant des clips vidéo. Elle annotait chaque détail, les propos de Richard, ses expressions faciales lorsqu'on l'interrogeait sur les contrats parentaux. Chaque détail était une pièce du puzzle qui formait le tableau complet. Son téléphone sonna. C'était George Sanders. « Bonjour, Madame Martha. Je suis désolé pour le retard. La rédaction voulait s'assurer que tout était clair. Ce n'est pas grave. Je comprends. L'article sera publié demain à 6 heures. Nous avons intégré les vidéos, les enregistrements audio et la déclaration de Lucie. Ça va faire un carton médiatique. » Martha retint son souffle. « Merci ou non, merci et merci Lucie. Tout le monde n'a pas son courage. » Le lendemain, avant même l'aube, tout Cincinnati était en effervescence. La page d'accueil du Cincinnati Gazette affichait un gros titre rouge, derrière le masque d'un héros caritatif, Richard Reynolds et les secrets enfouis. Lucie ouvrit son ordinateur portable, les mains tremblantes. Dans l'article, une photo la montrait debout sur scène, vêtue d'une robe bleue, sous des lumières vives. En dessous, sa citation, court mais puissant, « Je ne suis pas une star, je suis une enfant qui a été instrumentalisée, et je suis restée silencieuse trop longtemps. » L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les hashtags ont inondé Internet, #LucieTrousse, #Don'tStaySilent. Marie a immédiatement envoyé un texto, « Tu es partout. Je suis si fière que j'en pleurais. » Lucie a souri, sans se rendre compte que des larmes coulaient déjà. Richard était en réunion au siège de Hope lorsque son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Un employé fit irruption. « Monsieur, vous devez voir ça. » Sur l'écran, on pouvait voir son propre visage, surpris en train de parler de contrats parentaux clairement enregistrés, sans flou. « Zut.
Richard frappa la table du poing. Qui a filmé ça? Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Monsieur Richard Reynolds? Qui est-ce? Ici la police municipale. Nous avons une convocation. Veuillez coopérer. Richard rétorqua, vous n'avez rien. Personne ne me poursuit. Maintenant, si, répondit l'agent. Un témoin mineur a parlé, et votre témoignage est partout sur Internet. Clic, Richard jeta son verre par terre. Ils m'ont trahi. À l'école, dès que Lucie entra en classe, le silence se fit dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle, non pas avec moquerie cette fois, mais avec admiration et respect. Un garçon prit la parole le premier. Lucie, c'est bien toi dans l'article de ce matin, n'est-ce pas? Elle hocha légèrement la tête. Tu es vraiment courageuse. Marie s'approcha et lui serra fermement la main. Madame Martha entra dans la classe, son regard s'arrêtant sur Lucie. Elle sourit. Aujourd'hui, nous commençons le cours avec un sujet spécial, silence et courage. À midi, Stella était assise dans le salon lorsqu'on frappa à la porte. 3 policiers en civil lui remit une convocation. Nous avons besoin de votre coopération dans le cadre d'une enquête en votre qualité de tutrice légale de la victime. Stella hocha faiblement la tête. Je comprends. Je ne me cacherai pas, l'enquêteur la regarda avec douceur. Vous devriez vous préparer, mais comme vous coopérez et que vous n'êtes pas directement impliqué, nous envisagerons une clémence. Stella hocha de nouveau la tête et jeta un coup d'œil par la fenêtre, où des journaux du matin jonchaient le trottoir, le visage de Richard en première page. Cet après-midi-là, Lucie fut emmenée au centre de protection de l'enfance de la ville pour rencontrer une conseillère. Elle était accompagnée de Madame Martha et d'une assistante sociale nommée Valérie, une femme aux cheveux bouclés et au regard bienveillant. Lucie, dit Valérie dès leur première rencontre, à partir d'aujourd'hui, tu seras en sécurité. Tu auras ta propre chambre, des enfants de ton âge et, surtout, personne ne pourra plus jamais te forcer à faire quoi que ce soit. Lucie regarda Madame Martha. Tu viendras encore me voir? Madame Martha hocha doucement la tête. Toutes les semaines, promis. Lucie baissa la tête, ses yeux étaient rouges, mais cette fois, ses larmes étaient de soulagement. Cette nuit-là, dans le centre d'accueil pour mineurs ayant subi un traumatisme psychologique, Lucie était assise dans sa nouvelle chambre. Elle était propre, avec une fenêtre donnant sur une rangée d'arbres. Sur le bureau se trouvait un carnet tout neuf et un stylo portant l'inscription « Un endroit pour recommencer ». Elle l'ouvrit et écrivit la première ligne « J'étais une enfant silencieuse, mais maintenant je suis Lucie, celle qui a brisé le silence ». Elle marqua une pause, puis leva les yeux vers la douce lumière du plafond. Quelque part en ville, Marie relisait probablement l'article, Madame Martha était assise près d'une fenêtre, son livre préféré à la main, et Richard était en détention provisoire en attendant son audience. Lucie ferma les yeux pour la première fois depuis des mois et dormit paisiblement. Au service des enquêtes de la ville, l'ordre de détention de Richard Reynolds était encore frais. George Sanders, le journaliste qui avait révélé l'affaire, était assis en face de 2 officiers supérieurs qui présentaient les principales conclusions de l'enquête de Madame Martha. C'est un système déguisé, expliqua George. Il a présenté cela comme un programme caritatif, mais en réalité, c'était un moyen de recruter et de légitimer des enfants de la démographie grâce au consentement des parents et généralement des parents désespérés et perdus. Un officier plus âgé, Samuel, hocha lentement la tête. Nous avons entendu parler de l'affaire Toledo en 2017, mais personne ne s'était manifesté jusqu'à présent. George tendit un dossier, le témoignage de Lucie, les extraits audio, les enregistrements vidéo de Martha et un entretien avec Marie, sa meilleure amie et témoin oculaire d'une dépression nerveuse prolongée. Samuel tapota légèrement le dossier. Cette fois, il ne s'enfuira pas. Plus tard dans la soirée, au centre de protection de l'enfance, Lucie venait de terminer ses devoirs de mathématiques lorsqu'un message de Marie arriva, « Notre école a organisé une réunion aujourd'hui sur le courage. Tout le monde a parlé de toi. » Lucie sourit en répondant, « Grâce à toi, je ne me suis pas effondrée. » Puis elle s'assit à son bureau, un stylo à la main, et regarda par la fenêtre. Une semaine après la diffusion virale de l'article, Madame Martha a reçu par surprise un colis sans étiquette. À l'intérieur se trouvait une note imprimée par ordinateur sans écriture manuscrite portant une seule ligne, « Si vous ne voulez pas que votre élève soit blessé, arrêtez maintenant. » À côté se trouvait une photo de Lucie marchant dans la cour du centre de protection de l'enfance avec une autre fille,
prise de loin mais d'une netteté terrifiante. Madame Martha est devenue pâle et a immédiatement appelé Georges et la police. Au téléphone, la voix de Georges était ferme, il commence à proférer des menaces. Je vous avais prévenu, cet homme a un vaste réseau. Il pourrait encore bénéficier de l'aide de l'organisation. Madame Martha serrait fermement son téléphone. On ne peut pas laisser cela se reproduire. Lucie a assez souffert. La police a chargé 2 agents en civil de surveiller les alentours du centre, mais Lucie n'avait pas été informée des détails pour ne pas l'effrayer. Pendant ce temps, Richard a appelé un homme nommé Philippe. Martha est la clé. Si nous ne parvenons pas à la faire taire, l'affaire va se propager encore plus. Philippe hésita. On nous surveille par la presse, la police, et même les réseaux sociaux. Ton nom est partout, grommela Richard. Alors, on agit plus vite. J'ai besoin de reprendre le contrôle. Il raccrocha et ouvrit son ordinateur portable. Sur l'écran apparut la liste qu'il avait compilée au cours des 3 dernières années, des centaines de noms, des centaines de prestations. Dans un coin, une photo de Lucie, son visage sous les lumières crues de la scène, ce regard vide qu'il n'oublierait jamais. Cette fille avait ruiné tout le système. Le lendemain matin, Lucie se réveilla avec une étrange sensation. Elle trouva une petite enveloppe glissée sous sa porte. Personne ne savait qui l'avait laissée. À l'intérieur se trouvait un petit mot manuscrit. Personne ne te croira plus. Tu n'es qu'une petite fille faible. Lucie se figea. Elle appela aussitôt Madame Martha. La voix de l'enseignante tremblait. Ça va? Avez-vous vu quelqu'un de suspect? Non, murmura Lucie. J'ai juste peur, vraiment peur. Ne t'inquiète pas, dit Martha. La police est dehors. Reste tranquille et n'ouvre pas la porte à quelqu'un que tu ne connais pas. Lucie hocha la tête, même si Martha ne la voyait pas serrant le mot, sa main devint glaciale. La police a ouvert une enquête. Grâce aux caméras de sécurité, elle a repéré un homme masqué et coiffé d'une casquette de baseball, glissant l'enveloppe sous la porte de Lucie juste avant l'aube. Son visage était caché, mais sa carrure correspondait à celle de Philippe, l'assistant de longue date de Richard. L'inspecteur Samuel a immédiatement déposé un mandat d'arrêt d'urgence. Lors d'une réunion de crise au commissariat, Georges a fait une proposition audacieuse. Il faut une confrontation publique. Dévoiler Richard. Il n'avouera pas au tribunal, mais si on le démasque devant tout le monde, il craquera. Tu veux dire un interrogatoire direct, demanda Samuel. Oui, par la seule personne qu'il ne peut pas manipuler, Lucie. La pièce devint silencieuse. Ce soir-là, Madame Martha rendit visite à Lucie au centre. Elles s'assirent ensemble dans un petit jardin. Lucie, il y a quelque chose que je veux te demander, mais si tu n'es pas prête, je n'insisterai pas, dit doucement Martha. Lucie leva les yeux, la voix douce. Je sais déjà ce que c'est. Veux-tu participer à la confrontation? Lucie fixait le ciel. Un vent froid faisait bruisser les arbres, faisant flotter ses cheveux. Les images des menaces de Richard, le regard effrayé de sa mère, l'enquête, tout lui traversait l'esprit. Je veux en finir, dit-elle. Martha hocha la tête, les yeux embués. Alors, on le fera. Mais tu ne seras pas seul. 2 jours plus tard, l'audience publique se tenait à l'hôtel de ville de Cincinnati. Les médias y assistaient selon des règles strictes, interdiction de filmer le visage de Lucie, interdiction de contact direct, interdiction de poser des questions hors sujet. Richard était escorté à l'intérieur, vêtu d'un costume gris, la tête baissée, l'air froid et indéchiffrable. Lucie était assise en face de lui, à une table séparée. Elle portait un pull blanc, les cheveux soigneusement attachés, le regard fixe. Madame Martha était assise à côté d'elle, la main posée doucement sur son épaule. Le modérateur a commencé ainsi, cet événement est organisé à la demande du représentant de la victime en tant que dialogue public sous contrôle légal. Lucie leva le micro. Sa voix claire résonna. Je m'appelle Lucie. J'étais une collégienne vivant dans un immeuble pauvre. J'ai été piégée et exploitée, je suis devenue un accessoire de scène, maquillée et déguisée, mise sous les projecteurs non pas par choix, mais parce que des adultes voulaient profiter de moi. Les lèvres de Richard se pressèrent. Lucie a continué, Monsieur Richard m'a un jour appelé son premier modèle de démonstration. Il a dit à ma mère, personne ne me poursuivrait en justice. Il m'a qualifié de projet réussi. Elle se tourna vers la caméra.
Mais je ne suis pas un projet, je suis une personne. Des applaudissements dispersés ont éclaté. Certains journalistes ont essuyé leurs larmes. Lucie s'assit, les yeux toujours fixés sur Richard. « Tu as quelque chose à dire ?» Richard haussa un sourcil et se leva lentement. Les lumières éclairaient son visage comme pour souligner sa culpabilité. Il semblait sur le point de parler, puis aperçut Madame Martha et Georges au premier rang et se figea. « Tu es plus courageux que je ne le pensais, gamin, marmonna-t-il, et il sortit en silence, laissant des centaines de personnes stupéfaites. Alors que Richard sortait, une panique silencieuse le submergea. Il monta dans une voiture qui l'attendait, claqua la portière et appela Philippe pour la 3e fois de la journée. « On a perdu le contrôle » siffla-t-il. « Cette fille a tout détruit. On ne peut plus se cacher. » Le silence répondit. « Il me reste des options » gronda Richard. « Je ne peux pas la laisser vivre en paix. Une fille de 14 ans a ruiné toute ma carrière. » Philippe murmura, presque sifflant, « On peut la faire disparaître quelques semaines. L'envoyer à Cleveland ou d'anciens contacts là-bas. » Non. Trop loin. Il me faut quelque chose de plus rapide, un coup fatal. Le professeur, le meilleur ami, les trois. Richard se renversa en arrière, les yeux fermés. Il savait qu'il ne s'agissait plus de sa réputation, mais de sa survie. Cet après-midi-là, Lucie retourna au centre, épuisée. Elle venait d'affronter sa première confrontation publique, mais aucun soulagement, seulement un vide profond, comme si elle avait tout jeté à la lumière et se retrouvait maintenant exposée au milieu des loups. Valérie l'accueillit à la porte. « Tu as été formidable. J'ai regardé la diffusion interne en direct. Chaque mot que tu as prononcé n'a pas seulement fait taire Richard, il a fait réfléchir des milliers de personnes. » Lucie esquissa un léger sourire, malgré les larmes aux yeux. « Je ne sais pas combien de personnes me croient encore. »« Tu me crois ? Tout le pays parle de toi. On t'appelle la voix qui a fait bouger les choses. » Mais Richard n'est toujours pas derrière les barreaux. Valérie marqua une pause. « La police a besoin de quelques mesures supplémentaires, mais ne vous inquiétez pas, la pression publique monte. Elle arrive. » Lucie hocha la tête, mais au fond d'elle-même, une prémonition effrayante montait. Ce soir-là, Marie quitta sa maison à pied pour se rendre dans une librairie près de Fountain Square afin d'acheter un carnet. Il faisait déjà nuit, les lampadaires clignotaient sur le trottoir mouillé. Elle croisa une voiture grise garée à 2 pâtés de maison. Un homme à la casquette baissée se tenait près d'un poteau électrique et la regardait. Marie accéléra le pas, frissonnante, son sac serré contre elle. Arrivée chez elle, ses mains tremblaient encore. Elle attrapa son téléphone et envoya un texto à Lucie. « Je crois qu'on me suit. Quelqu'un de suspect. Soyez prudent. » Lucie lut le message, le nœud glacé dans son estomac se transformant en une peur intense. Elle se leva d'un bond et courut trouver Valérie. « Richard nous observe peut-être encore. » Valérie hocha la tête. « Nous venons d'apprendre que Philippe, son bras droit, a disparu des caméras de surveillance. Personne ne sait où il est. » Lucie la fixa du regard. « Et si je me faisais kidnapper ?» Valérie lui prit la main. « Tu ne le feras pas. Nous avons renforcé la sécurité. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Lucie serra la main de Valérie. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de Valérie baissa. « La police a trouvé un courriel interne sur l'ordinateur de Richard, Lucie n'est pas prête. Renvoyez-la à sa mère. Elle s'occupera du reste. » Lucie resta figée. « Ma mère, est-elle toujours impliquée ?» Valérie hésita. « Ils enquêtent. Mais mademoiselle Stella a été convoquée à nouveau après qu'ils ont découvert que son compte bancaire avait reçu un autre versement 3 jours avant la confrontation provenant d'un fonds annexe lié à Richard. » Lucie s'effondra sur une chaise, la vue floue. « Non, pas question, ma mère ?» Valérie posa doucement une main sur son épaule. « Elle a peut-être été manipulée ou contrainte. Il faut en être sûr. » Lucie ne dit rien. Elle se contenta de regarder par la fenêtre, où la nuit s'épaississait de minute en minute. Le lendemain matin, Madame Martha reçut un étrange courriel provenant d'une adresse vide et sans titre. À l'intérieur se trouvait une photo d'elle la veille devant l'école, accompagnée d'une simple ligne. « Tu devrais reculer. Que ça s'arrête là. » Elle s'affala sur sa chaise, les mains tremblantes, mais sans surprise. Elle savait que cela allait arriver.
Elle appela immédiatement Samuel. « On me menace, dit-elle d'une voix ferme. Mais je ne recule pas. » La voix de Samuel était basse et ferme. « Je vais assigner des agents à la garde devant votre domicile. Dorénavant, vous devez éviter de rester seul. » « Et Lucie ?» demanda Martha. « Nous renforçons la sécurité au centre, » répondit Samuel. « Mais il faut se préparer, il pourrait désespérer. » Cet après-midi-là, Lucie était assise à un petit bureau, son journal ouvert, un stylo à la main. Dehors, le monde semblait sur le fil du rasoir, tout comme sa prochaine entrée. Lorsque le vieux téléphone fixe de sa chambre sonna soudain, le cœur de Lucie fit un bond. Elle décrocha le combiné et une voix masculine froide et inconnue murmura « Tu ne devrais faire confiance à personne, pas même à celui qui garde ta porte. » Lucie se redressa brusquement, le souffle coupé. « Tu es une fille intelligente, » poursuivit-il, « mais à ce jeu-là, tu ne gagneras pas. »« J'appelle la police, » cria-t-elle. « Vas-y, » ricana l'inconnu. « N'oublie pas, ta mère peut disparaître avant qu'il n'arrive. » Puis la ligne fut coupée. Les genoux de Lucie cédèrent. Son visage perdit toute couleur et ses mains tremblaient si fort qu'elle avait du mal à se tenir debout. Elle se précipita dans le couloir et trouva Valérie en pleine discussion avec un membre du personnel. « Il connaît le numéro de ma chambre, » haleta Lucie, la voix tremblante. « Il m'a appelé directement, et il a menacé ma mère. » Sans hésiter, Valérie ordonna que toutes les images de surveillance soient figées pour examen et contacta la police. Pourtant, au fond d'elle-même, elle comprit que la bataille s'était déplacée des couloirs éclairés vers des ombres tapies. Ce soir-là, Marie refusa de quitter sa maison. Elle envoya des textos à Lucie sans interruption, prenant de ses nouvelles, lui envoyant tous les mots d'encouragement possibles. Lucie répondit à peine. Elle resta assise seule dans la faible lumière de la lampe, les pensées errant autour d'une question bouleversante, sa mère l'avait-elle vraiment trahi une fois de plus? Des images tourbillonnaient dans son esprit, la robe élégante, l'enveloppe d'argent non marquée, le regard hanté de sa mère lorsque la vérité éclata enfin, et les excuses discrètes et tardives qui suivirent. Tous les indices pointaient dans la même direction, la seule personne qui restait à Lucie dans sa famille pourrait bien se retourner contre elle. Une seule larme tomba sur son carnet, puis une autre. Pendant ce temps, dans l'ombre d'un entrepôt abandonné près de la gare Union de Cincinnati, Philippe était accroupi sur un plan grossièrement esquissé. Deux hommes grisonnants se tenaient à ses côtés. Le centre de protection de l'enfance a 3 sorties, avant, arrière et utilitaire, expliqua-t-il en passant le doigt sur le papier. Nous n'avons besoin que de 2 minutes pendant la relève des agents de sécurité. L'un des hommes jeta un coup d'œil au schéma. Et la fille? On ne lui fait pas de mal, répondit Philippe en allumant une cigarette. On la prend, c'est tout. Richard s'occupera du reste. Il versa de la cendre dans une boîte vide. Demain soir, 3 heures du matin. De retour au centre, Lucie pressa son front contre la vitre froide de sa chambre. Le jardin s'étendait dans une ombre noire, seulement troublée par la lumière pâle et vacillante du portail. Une silhouette se glissa derrière les arbres, indistincte et troublante. Elle ferma le rideau et se colla contre le mur, le cœur battant. Un klaxon lointain résonna dans le silence, et les faibles lumières au plafond vacillèrent comme si elles étaient à court d'énergie. Personne ne dormit profondément au centre cette nuit-là. À 3h14 précises, l'horloge du couloir sonna comme une condamnation à mort. Lucie était assise, recroquevillée par terre, les yeux écarquillés, rivée sur la porte. L'impatience l'énervait. Puis retentit un léger clic métallique, un loquet de porte qui bougeait. « Il y a quelqu'un » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Pas de réponse. Elle s'approcha, l'oreille collée au bois. Des pas légers résonnèrent juste derrière la fissure, puis un murmure masculin lui frôla le tympan. « Tu crois que ce sera aussi facile ?» Lucie recula en titubant, les mains moites, l'esprit en ébullition. Elle sortit le vieux téléphone de chevet de sous son oreiller et composa le numéro d'urgence de Valérie. « Valérie, » siffla-t-elle, « il y a quelqu'un à ma porte, un homme que je ne connais pas. » 10 secondes plus tard, l'alarme silencieuse du centre retentit. Un garde courut dans le couloir, et Lucie se prépara à se défendre. Mais lorsque la porte s'ouvrit brusquement, c'était Valérie, flanquée de 2 agents en civil. Le couloir était vide. Valérie lui saisit les épaules. « Ça va ?» Lucie hocha la tête, pâle comme un fantôme. En quelques minutes, la police a ratissé le rez-de-chaussée dans tous les recoins. Une seule caméra, aux images granuleuses,
montrait encore un homme portant un chapeau s'éclipser juste avant le déclenchement de l'alarme, disparaissant par la sortie de service comme s'il s'était dissous dans la nuit. « C'est Philippe » murmura Lucie, la voix brisée, tandis qu'elle regardait les images sur un écran clignotant. À l'aube, la Cincinnati Gazette arborait en première page un titre sans équivoque, « Réseau d'exploitation d'enfants démasqués ». Des témoignages de camarades de classe, d'enseignants et même de parents contraints ont mis au jour le stratagème. Le journal incluait une vidéo de 6 minutes de la déclaration tremblante de Marie au tribunal, « J'ai vu Lucie s'effondrer jour après jour. Nous ne sommes que des enfants, mais les adultes tiraient toutes les ficelles. » Une autre citation de Madame Martha a résonné comme un tonnerre, « Le silence d'une société n'est pas différent d'un crime. » Les réseaux sociaux se sont enflammés avec des images de Lucie, des hashtags s'affichant sur les écrans, hashtag Lucie won't be silent, hashtag end child abuse, hashtag Richard Pay. Le matin même, Samuel, du département de police de Cincinnati, reçut un message de Washington, un mandat d'arrêt avait été signé contre Richard Reynolds. Accusation, organisation d'une organisation caritative visant à exploiter des mineurs sous un faux consentement parental. Il jeta une liasse de papier sur son bureau. Préparez ce mandat, grommela-t-il. Il ne s'éclipsera pas cette fois. George, son inspecteur principal, acquiesça. J'accompagne l'équipe. Je veux le voir menotter de mes propres yeux. À la périphérie sud de la ville, la villa secrète de Richard était nichée au cœur de haies impeccables. Il fourrait frénétiquement des dossiers dans une sacoche en cuir tandis que l'appel de Philippe grésillait dans le haut-parleur, « Nous n'avons pas réussi à joindre Lucie. » Il se rapproche. « Il faut tout brûler » siffla Richard. Mais avant qu'il puisse ouvrir les documents, des sirènes hurlantes retentirent dans l'allée. Un coup de tonnerre fit trembler la porte d'entrée. « Police, ouvrez !» Le visage de Richard se tordit de rage. « Philippe » cracha-t-il dans le téléphone. Une détonation assourdissante déchira la porte. Samuel menait la danse avec une arme à la main, les officiers se tenant derrière lui. « Richard Reynolds, vous êtes en état d'arrestation » aboya Samuel en lisant le mandat à voix haute. Richard se débattit, déclarant « Je n'ai rien fait de mal, je suis un homme du peuple. » Le claquement des menottes résonna comme une ponctuation finale. George filma chaque seconde. En moins d'une heure, 20 médias nationaux avaient relayé l'histoire. Au centre de protection de l'enfance, Valérie avait allumé la télévision pour Lucie, des images en direct de l'enlèvement de Richard. À l'écran, le message confirmait qu'il risquait jusqu'à 20 ans de prison. Lucie resta immobile devant l'écran. Elle ne pleurait pas et ne criait pas, se contentant d'expirer longuement et régulièrement. Valérie lui serra la main. « Tu as réussi » murmura-t-elle. Cet après-midi-là, Marie fit irruption au centre, le visage radieux. « Il est arrêté. Et ton nom était partout dans les journaux. » Lucie esquissa un léger sourire. Marie brandit son téléphone. « Je l'ai enregistré et j'en ai fait un mème. Tu es le personnage principal sur TikTok. » Pour la première fois depuis des mois, Lucie rit d'une joie totale et sans réserve. Plus tard, Madame Martha est arrivée avec un bouquet de chrysanthèmes blancs. « Pour vous » a-t-elle dit, « des fleurs de résilience. » Lucie les accepta, les larmes aux yeux. « Richard est en détention » murmura-t-elle, « mais ma mère. » Madame Martha lui serra la main. Elle fait l'objet d'une enquête, mais elle a avoué et coopère. Si elle a encore un peu de conscience, c'est en disant toute la vérité qu'elle se rachètera. Lucie hocha la tête. « Je ne la déteste plus » admit-elle doucement. « Mais je ne suis pas prête à lui pardonner. »« Ce n'est pas grave » répondit Madame Martha. « Il n'est pas nécessaire de pardonner à la va-vite. » Ce soir-là, Samuel tenait une conférence de presse au commissariat. Les journalistes fusaient de questions, quelle serait l'ampleur de l'enquête? Combien d'enfants étaient impliqués? Qui d'autre était complice? La déclaration de Samuel fut brève mais percutante. Richard Reynolds n'est pas seulement un criminel, il était le chef d'un réseau fondé sur la confiance trahie. Mais grâce au courage d'une jeune fille de 14 ans, nous savons désormais que la justice est toujours en vigueur. La salle a été applaudie à tout rompre. Puis, sur un écran géant, ils ont diffusé les paroles enregistrées de Lucie. Je pensais que la robe était un cadeau, mais c'était une clé qui ouvrait une porte sombre et je l'ai traversée pour arracher cette porte de l'intérieur. Un mois plus tard, le printemps baignait Cincinnati d'un doux soleil. Les rues resplendissaient d'une nouvelle vie, mais le plus grand changement avait pris racine en Lucie. Pour son premier jour de rentrée,
Elle avait opté pour un chemisier blanc impeccable et un jean impeccable, sans maquillage. Le regard qu'elle croisa dans le miroir était celui d'une fille qui avait traversé la tempête et qui était restée inébranlable. Valérie la conduisit jusqu'au portail. « Tu crois que les gens me regarderont différemment ?» demanda Lucie en sortant. Valérie sourit. « Ils le feront, mais pas parce que tu es brisée. Parce que tu es plus forte qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. » Lucie redressa les épaules et entra dans la cour. Des dizaines de regards se tournèrent vers elle, et cette fois, il n'y eut aucune moquerie, seulement une admiration silencieuse et respectueuse. Marie accourut et la prit dans ses bras. « Bon retour, personnage principal. » Lucie rit et repoussa doucement son amie. « Je veux juste la paix. »« Tu as la paix, et l'admiration aussi, » murmura Marie. Cet après-midi-là, Lucie retourna dans sa chambre au centre, transformée en sanctuaire, une petite bibliothèque, une photo encadrée d'elle et de Marie, et des cartes postales d'inconnus la remerciant d'avoir parlé. L'une d'elles disait « C'est grâce à toi que j'ai enfin pu raconter mon histoire après 30 ans. Merci. » Elle la posa délicatement sur le bureau et ouvrit son armoire. La robe bleue était toujours là, dans sa housse protectrice, intacte. Elle ouvrit la fermeture éclair, les doigts tremblants, non pas de peur, mais de triomphe silencieux. « Merci, » murmura-t-elle à la robe. « De m'avoir aidé à apprendre que je peux surmonter même les épreuves les plus douloureuses. » Une semaine plus tard, Stella, la mère de Lucie, obtint une visite surveillée. Pâle et décharnée, Stella avoua tout, comment Richard l'avait manipulée, les paiements fictifs, et finalement, il lui remit la garde pour que Lucie soit en sécurité. Dans un petit bureau, en présence de Valérie et d'un juriste, Stella s'approcha de sa fille. « Salut, ma chérie. Tu vas bien ?» Lucie se redressa, calme. « Je vais bien. » Les yeux de Stella s'écarquillèrent. « Je sais que tu ne peux pas encore me pardonner. Mais je veux te remercier de ne pas être resté silencieux, de m'avoir sauvé de moi-même. » Lucie soutint le regard de sa mère sans colère, avec un calme constant et obsédant. Après un long silence, elle dit « Je ne te déteste plus. Mais je ne suis pas prête à t'aimer à nouveau. » Stella hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Lucie se leva et sortit. Sans se retourner, Stella la regarda partir comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose de précieux, presque perdu à jamais. Un dimanche paisible, Lucie et Marie pédalaient à vélo dans le parc riverain de Smale, le vent secouant leurs cheveux tandis que leur rire résonnait. « Regardez-vous » cria Marie, souriant comme si de rien n'était. Lucie jeta un coup d'œil à son amie. « Je n'ai pas oublié, mais j'ai appris à vivre avec. » Marie chevauchait à ses côtés. « Tu es vraiment forte. » Lucie haussa les épaules. « Je suis Lucie. Je dois être forte. » Ils atteignirent la rive juste au moment où le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel de chaudes teintes orangées. Fini les lumières aveuglantes et les fausses scènes, seulement une véritable ligne d'horizon dégagée, sans ombre cachée. L'histoire de Lucie nous le rappelle, le silence n'est pas synonyme de sécurité, mais de complicité. À seulement 14 ans, elle a osé parler, affronter un réseau puissant et choisir la vérité plutôt que la peur. Son courage nous montre l'importance d'écouter les enfants, parfois, une seule voix honnête suffit à faire s'écrouler un monde de malfaisance. Si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, votre soutien nous permet de partager des histoires touchantes dès que possible. Nous vous en sommes profondément reconnaissants et à bientôt.